Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut placer des composantes vectorielles dans une situation. Alors la situation que je vais vous présenter, c'est un plan incliné avec l'angle du plan incliné ici qui vaut 26 degrés. Et sur ce plan incliné, on a une personne qui tire une caisse. Alors première chose qu'on va faire ici, c'est qu'on va chercher à connaître quelles sont les forces présentes sur ce système. Alors on va surtout chercher les forces qui agissent sur cette boîte. Alors la première chose qu'on sait, c'est que cette boîte pèse un certain poids et que ce poids est représenté par une force qu'on appelle la force de pesanteur, qui va toujours en direction du centre de la Terre. Si cette caisse ne s'enfonce pas dans le plan incliné, c'est parce que le plan incliné réagit. Il réagit comment? Avec une force qui repousse de manière perpendiculaire, on l'appelle la force de réaction. Et puis ici, si ce bonhomme est en train de tirer cette caisse, il agit avec une certaine force sur cette corde, et cette force est une force de tension. On a donc trois forces qui agissent sur cette caisse, une force de pesanteur, une force de réaction et une tension de corde. On pourrait imaginer aussi que cette caisse est retenue par le plan incliné, puisque ce plan incliné frotte contre la caisse et qu'on aurait une force de frottement, mais pour l'instant on néglige les frottements, c'est des forces qu'on verra plus tard. Si maintenant on réfléchit un petit peu, ces trois forces, on a appris à en faire des composantes vectorielles dans ce qu'on a vu la semaine passée. Alors, ici, ce qui nous manque pour pouvoir créer des composantes vectorielles, c'est un système d'axes. Ce système d'axes, je vous le dessine ici. Si on a un système d'axes, on va pouvoir déplacer chacune de ces forces sur le système d'axes. Alors comment est-ce qu'on les déplace? Cette force de pesanteur ici, je vais venir la déplacer ici sur le système d'axes, et c'est pas la flèche qui part de l'origine, mais bien la base du vecteur qui part de l'origine. Et donc, on a cette force de pesanteur dont j'ai fait juste une copie, que j'ai déplacée, fait une translation, et que j'ai déposée sur le système d'axes. Pour la force de réaction, pareil, je la prends, je la déplace, et j'amène sa base sur l'intersection de l'axe XY. J'obtiens ça. Et même chose pour la tension de corde, j'obtiens ça. La représentation de ces trois vecteurs sur un système d'axes donne donc ceci. Trois vecteurs qui partent tous du même point d'origine et qui s'en éloignent. Maintenant, vous l'avez compris dans l'exercice de la semaine passée, si on veut pouvoir décrire des composantes vectorielles, on est obligé de connaître l'angle que ce vecteur fait avec l'axe des X. Alors, pour la tension de corde, c'est assez facile. La tension est parallèle au plan incliné. On sait que le plan incliné fait un angle de 26 degrés. L'angle de 26 degrés va donc se retrouver ici au même endroit. Donc assez facile. La tension de corde, elle, fait un angle de 26 degrés avec l'axe X. Pour la force de réaction, c'est un petit peu plus difficile. On voit que cette force fait un certain angle ici avec l'axe X. Mais pour pouvoir se représenter cet angle, la première chose que je vais vous montrer, et pour ça je vais enlever la force de pesanteur, c'est que ce vecteur de force de réaction fait en fait un triangle rectangle avec mon plan incliné. Et si j'ai un triangle rectangle ici, et qu'ici j'ai 26 degrés, automatiquement ici, je peux assez facilement calculer l'angle, et cet angle est un angle qui vaut 90 moins 26 degrés, et qui fait donc 64 degrés. On comprend donc qu'ici, on a un angle de 64 degrés. Si je viens ici à nouveau représenter ces trois vecteurs sur le système d'axes, on va pouvoir essayer de décrire les composantes vectorielles de ces trois vecteurs. Pour ce qui est du vecteur FP, on voit qu'il est entièrement sur l'axe Y, qu'il ne fait rien sur l'axe X. On aura donc une composante vectorielle un petit peu spéciale, qui dit rien sur l'axe X, et qui dit tout sur l'axe Y, et en descendant, donc 0, moins 200. Qu'est-ce qu'il en est du vecteur FR?
Alors le vecteur FR, il agit avec un angle de 64 degrés, mais la semaine passée, on avait ici la connaissance de ce que valait la longueur du vecteur. Ici, ce vecteur, on ne connaît pas sa longueur, on sait juste qu'il vaut FR. Qu'est-ce qui se passe dans un cas comme celui-là? Eh bien, au lieu d'écrire la valeur numérique du vecteur ici, quand on ne connaît pas sa valeur numérique, on va laisser son nom. Et donc, au lieu d'écrire, je ne sais pas si ce vecteur valait 30 newtons, on aurait écrit 30 fois cos de 64. Ici, on écrit FR fois cos de 64 et FR fois sin de 64. C'est donc un vecteur positif sur X, positif sur Y. Et voilà les composantes de ce vecteur FR. Qu'est-ce qu'il en est du vecteur T? C'est un vecteur qui recule, qui monte. On ne connaît pas non plus sa longueur. On va donc, de la même manière qu'on l'a fait pour FR, écrire moins T pour la composante X fois cos de 26 et plus T fois sin de 26 pour la composante Y. On a donc un vecteur qui recule et qui monte avec ses composantes ici. Voilà, je vous ai représenté ici les trois composantes de ces trois vecteurs de la situation qu'on a vue avant.